Donc bienvenue pour la dernière table ronde de la journée consacrée au tiers-lieu. Nous allons nous livrer un exercice un peu particulier puisque du présentiel on passe au distanciel en majorité. Et je remercie tous nos intervenants que vous voyez donc dans l'écran et en vignette sur le côté qui vont avec nous aborder ce sujet dans son intégralité. Vous avez en haut de l'écran donc plusieurs personnes, Élise Armentier et Claire Pitot pour Bouillon Cube. Si vous voulez bien agiter une main par exemple, ou voilà, qu'on arrive à vous identifier. Vincent Cavaroc aussi pour l'altropisme à Montpellier. Et puis peut-être nous rejoindra Juliette Bonpoint, qui a été directrice de main-d'œuvre à Saint-Ouen et qui travaille aujourd'hui sur une structure qui s'appelle la Main 93 et qui pouvait faire une petite intervention. Donc peut-être que là, elle a des difficultés de connexion, on ne sait pas. Je vous présente aussi Philippe Tilly à ma gauche, donc, qui travaille à la Direction générale des médias et des industries culturelles, qui est un service d'administration centrale au ministère de la Culture, et qui a en charge un certain nombre de secteurs, mais en particulier celui du financement et de l'économie des industries culturelles. Je ne suis pas Mélina Chausson. Je m'appelle Sylvie Castel, je suis conseillère Action culturelle et territoriale à la DRAC Occitanie et j'ai en charge l'organisation des forums Entreprendre dans la culture en Occitanie, donc de manière alternative à Montpellier et Toulouse. Et chaque année, on essaye d'en faire un aussi décentralisé. Et donc, on a fait un premier à Céret et peut-être encore un autre dans les PO. Ou, en tout cas, celui qui est annoncé, le prochain, est dans les Pyrénées-Orientales. On va se dire qu'on va faire 1 heure un peu d'échange sur des grandes thématiques qui vont balayer le sujet tiers-lieu. Donc d'échanges entre les distanciels et présentiels. Et puis on ouvrira la discussion aux questions pour la dernière demi-heure, donc entre 17h et 17h30. Et puis voilà. Et puis on essaiera de clore cette table ronde un peu plus tard. Peut-être commencer sur la question basique, qui serait de savoir peut-être ce qu'on entend par tiers-lieu. Puisque à différentes époques des politiques publiques, j'entends à travers les collectivités territoriales, les différents services de l'État, et aussi des mouvements associatifs très forts, on a eu des prises en compte ou des volontés de créer des lieux qui étaient différents des grands lieux labellisés ou des grands lieux très institutionnalisés. Il y a eu de grandes missions aussi de réflexion. Et puis on sent qu'on est à nouveau dans ce cycle de développement de projets alternatifs qui répondent à des enjeux qu'on va essayer de définir ensemble. Et le vocabulaire très présent en fonction des politiques publiques qui accompagnent fait appel à des choses très différentes. Donc on peut parler de tiers-lieux, on peut parler de fabrique de territoire, on peut parler pas d'incubateur, mais en tout cas de lieux voilà, où on fait autre chose, où on fait la culture différemment, où on fait des activités aussi différentes. Donc la première question que je poserais, c'est peut-être comment on arrive à définir un tiers-lieu. Donc l'exercice de la gestion d'une table ronde en distanciel et présentiel fait que il est compliqué de donner la parole spécifiquement donc, aux uns et aux autres. Donc qui veut peut-être commencer à ouvrir cette discussion donc, sur la définition des tiers-lieux. Donc il faut que vous manifestiez avec la main. Et peut-être profiter aussi de l'occasion pour rappeler ce qu'est votre structure, ce qu'elle fait. Et puis voilà, on va de fil en aiguille avancer. Donc qui, sur la question de la définition du tiers-lieu, qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu pour vous, en tout cas qui nous permette d'avoir une définition un peu commune? Vincent? Merci. Vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Ouais. Alors je suis désolé, hein, j'aurais peut-être pas une présence d'esprit à 200% parce que j'ai le Covid, je suis à la maison avec ma fille qui a le Covid, ma femme qui a le Covid, enfin c'est une famille Covid. Mais il me reste à peu près 7 neurones à agiter pour cette table ronde, donc on va voir si ça suffit. Euh,
Donc moi, je représente la halle Tropisme à Montpellier et plus largement la coopérative Illusion et Macadam que je dirige, qui est un lieu culturel, entrepreneurial et social qui est situé à Montpellier, dans les anciennes prix de Montpellier. Donc on a la chance d'occuper ce lieu depuis quasiment 3 ans et jusqu'en 2030 avec 200 résidents entrepreneurs des industries créatives et culturelles, des espaces de diffusion pour la culture, de production, et un équipement qui s'est augmenté il y a 2 semaines d'un nouveau bâtiment juste à côté, qui s'appelle les Ateliers Tropisme, avec 1800 mètres carrés d'ateliers pour les artistes. Sur la question des tiers-lieux, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, alors souvent, la définition qu'on donnait il y a 3 ans, quand on commençait à beaucoup nous en parler, c'était qu'un tiers-lieu ne se définit pas en tant que tel, c'est ses usages qui le définissent. Ça, c'était la définition un peu langue de bois. Après, moi, je pense qu'on marche sur la question d'une histoire, hein, notamment les nouveaux territoires de l'art, la question des friches, et ainsi de suite. Mais c'est surtout, c'est peut-être une réaction, vous l'avez dit Sylvie, c'est qu'à un moment donné, c'est en marge de ce que les lieux institutionnels peuvent produire. Et pourquoi cet élan existe maintenant? C'est peut-être aussi parce que l'institutionnalisation de la culture est arrivée à un moment, je dirais, de cristallisation et de sanctuarisation des budgets qui fait qu'il n'y a plus vraiment d'oxygène qui vient des pouvoirs publics pour faire émerger des nouveaux lieux qui peuvent faire culture dans les territoires outre les institutions, et que du coup on a dû à un moment donné aller vers des systèmes plus frugales. Et qui dit plus frugal, c'est-à-dire essayer de faire plus avec moins. Et pour faire culture dans la frugalité, c'est trouver des moyens de production de la culture qui sont différents. Donc là, je parle de tiers-lieu culturel, hein, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tant le préfixe tiers, moi, qui m'intéresse. Hein, on n'est pas le tiers-monde des lieux, ni le tiers-état des lieux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le suffixe, c'est qu'il y a derrière, on est des lieux pour certains culturels, pour d'autres entrepreneuriaux, d'autres nourriciers, d'autres sociaux. Enfin, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a plein de typologies de tiers-lieux. Nous, on se définit, comme je disais, comme un tiers-lieu culturel, entrepreneurial et social, inscrit vraiment dans un territoire. Travailler cette dimension culturelle dans la frugalité, c'est trouver des moyens financiers complémentaires pour qu'à la fin, des artistes soient payés sur une scène et sortir effectivement d'un système majoritairement aidé par le public pour trouver d'autres sources qui, elles, deviennent prioritaires. C'est-à-dire là, on était sur du 80-20 ou du 70-30, là, on inverse complètement la courbe, voire on va plus loin. Nous, dans notre cas, on est plutôt sur du 7% d'argent public et du 93% d'argent autofinancé. Et donc, pour cette frugalité-là, elle rend nécessaire le fait de mixer plein d'usages. Dans notre cas, on loue des espaces de travail, on fait aussi de la privatisation, on a un café-restaurant qui se doit de vraiment fonctionner, de financer une partie de la culture. Et à la marge, on va chercher au projet par projet, des compléments d'argent public, par des appels à projets, des subventions et ainsi de suite. Et avec tout ça, on arrive à composer un projet est, qui rayonne sur un territoire précis. Alors souvent, ces lieux, effectivement, s'inscrivent dans des délaissés de la ville et sont des outils de construction de la ville sur la ville. Enfin, en tout cas, ils sont souvent utilisés comme ça, soit par les collectivités qui laissent la possibilité que ces lieux adviennent, les promoteurs ou tout simplement les acteurs eux-mêmes qui n'ont pas le choix qui ne peuvent pas se heurter à un marché du foncier classique, donc il faut que ce soit un foncier dégradé. Et donc pour ça, c'est souvent quand même aussi en périphérie. Et à partir de là, cette périphérie nous inscrit dans un rapport au territoire important, qui n'est pas une coquetterie, qui est nécessité, parce qu'on s'inscrit dans un territoire qui est soit rural, soit urbain, et souvent périurbain. Et à partir de là, ce terroir, ce territoire-là devient aussi notre matière à créer, notre matière à cultiver. Voilà pour ma définition. Alors vous avez embrassé l'ensemble des sujets, donc, et on y reviendra Voilà, peut-être comme de ça, je peux manière un aller peu plus détaillée. je peux aller me recoucher comme ça. Non, non. Non, on va attendre. Non, mais merci. Et peut-être j'aurais déjà dû commencer par là. Merci infiniment
de tenir héroïquement et d'être présent alors que si, moi je parle d'héroïsme hein, parce que la situation est assez difficile et voilà, et donc on aurait pu purement et simplement se dire qu'on abandonnait la question, mais voilà, vous êtes là, donc continuons sur le sujet, mais petite parenthèse pour vous remercier en tout cas toutes et tous d'être là, y compris Philippe à côté de moi. Est-ce qu'on pourrait ajouter d'autres choses à cette présentation un peu générale ou peut-être commencer à rentrer dans un des sujets plus spécifiques? Moi, j'en avais en tête, mais est-ce que là, d'ores et déjà, cette entrée en matière assez globale, finalement, est-ce qu'elle peut être amendée par l'une ou l'autre ou Claire, Élise ou peut-être Juliette? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même assez déterminant, c'est la question du lieu, peut-être. Qui fait peut-être le démarrage d'une histoire d'un tiers-lieu. Je ne sais pas, je laisserai ça. Bonjour, je peux dire quelques mots. Donc Claire Bouillon Cube à la Grange au Clos de la Selle. Donc nous on est une fabrique de territoire, mais contrairement à Vincent, située vraiment dans un territoire rural. Donc sur une commune de 400 habitants, déjà à quelques kilomètres du village, et sur un bassin de vie de 700 habitants. Donc, en gros, pour faire court, c'est la meilleure manière de décrire notre territoire. Pour acheter une baguette de pain, il faut faire 20 km. Voilà, déjà en général, quand on dit ça, on a posé une partie du décor. Et justement, nous, dans un territoire rural, alors je rejoins tout ce que dit Vincent sur le rapport au territoire, sauf que forcément, il y a certains endroits où on ne fonctionne pas tout à fait de la même manière, évidemment. Et moi, nous, on revient un peu justement sur cette question de lieu. Nous, on a aussi expérimenté et fait la base de la démarche du tiers-lieu sur un tiers-lieu aussi à ciel ouvert. On y reviendra peut-être aussi après. Mais c'est aussi, des fois, on peut aussi justement transiger vraiment sur cette question du lieu. Parce que pour nous, je crois que le tiers-lieu, c'est d'abord une fonction sociale sur un territoire et qu'en fait, nous, ça fait 16 ans qu'on est implanté avec un projet qui tourne autour d'activités culturelles, activités jeunesse, activités sociales, activités européennes, avec des accueils de volontaires, avec des centres aérés, avec des projets de diffusion. On fait une 60aine de représentations par an, des artistes accueillis en résidence, etc. Et en fait, tout ce melting pot de projets, de rencontres, de gens font vraiment qu'on, nous, en fait, le jour où voilà, le terme de tiers-lieu a commencé à émerger, on a commencé à lire des choses dessus, etc., depuis une dizaine d'années, en tout cas pour notre pratique à nous, on s'est dit, mais en fait, on a toujours, enfin, nous, on a une fonction de tiers-lieu sur notre territoire, et ce depuis 16 ou 17 ans qu'on y est implanté. Donc, pour nous, c'est vraiment sur la manière dont les choses se font avec les acteurs-actrices, se construisent en partenariat avec les habitants du territoire, plus que parfois sur un lieu où on va avoir un service, une offre de service, qu'il y a aussi aujourd'hui chez nous, mais type espace de travail partagé, etc. C'est vrai qu'on a démarré vraiment une démarche tiers-lieu avec un socle un peu avec une autre entrée. Je ne sais pas si Élise, tu veux rajouter des choses là-dessus. Non, c'était ça. Je ne sais pas si vous m'entendez du coup, parce que en plus le masque, je suis dans un bureau partagé, pardon. Non, juste effectivement, pour compléter juste ce qu'a dit Claire, il y a, nous depuis le début, on est aussi dans des valeurs d'éducation populaire, une association d'éducation populaire, et du coup, on est parti effectivement sur plusieurs axes d'activité, et effectivement, c'est des choses qu'on a pu développer sur le territoire avec toute la question de la transmission et de projets coportés. Voilà, donc effectivement, bien avant que le mot tiers-lieu apparaisse, on était déjà dans cette. On a l'habitude de dire que Bouillon Cube, en fait, était déjà, enfin, depuis la création, faisait déjà tiers-lieu. Voilà, mais pas plus. Juliette, peut-être de votre point de vue, compte tenu aussi des projets de votre secteur d'intervention, enfin peut-être sur cette question du lieu, du foncier. Alors effectivement, du coup, je fais une rapide intervention. Je suis désolée parce que je vais devoir partir avant la fin, mais effectivement, je pense que l'idée, c'était de recontextualiser sur l'expérience de main-d'œuvre, donc qui a traversé différentes époques, créée en 98 et qui, en 2019, est arrivée à une confrontation avec son propriétaire jusqu'à être expulsée en Muret. En tout cas, pendant la période de non-dialogue avec la municipalité qui était propriétaire du bâtiment et qui avait très certainement des difficultés de compréhension du projet, de son impact sur le territoire, de la manière de travailler, d'inventer en tout cas des nouvelles manières de faire. On a porté, disons, cette réflexion autour de la question du foncier culturel qui est aujourd'hui beaucoup plus entendue, qu'on a porté dans la création d'une société coopérative d'intérêt collectif, La Main foncièrement culturelle,
qui nous a permis d'expérimenter et de créer vraiment une recherche de plateforme et d'action sur la question du foncier à l'échelle nationale, je vais y arriver, pardon, et qui du coup nous a permis de partager, disons, la question des communs à l'intérieur de ces lieux et de porter, disons, au cœur de toutes ces expériences de lieux, peut-être une nouvelle manière de construire la propriété et les enjeux partagés entre une collectivité qui ne pourrait pas porter seule un projet de tiers-lieu, des acteurs qui souvent sont fragilisés par la précarité proposée par le transitoire, le précaire, etc., et de construire ensemble, disons, des nouvelles manières de porter un horizon, disons, et une perspective aussi de construction des villes dans lesquelles ces lieux s'installent. Donc, on a apporté à différentes échelles et endroits cette réflexion qui, je pense, aujourd'hui rencontre un certain nombre d'acteurs sur la question de ces tiers-lieux dans les propositions, disons, qui sont faites de durabilité. Après, je ne sais pas, je peux donner pas mal d'expériences. Celle de main-d'œuvre, elle est un peu le contre-exemple. Enfin, je veux dire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, ce qui ne doit plus arriver, en tout cas dans la co-construction des politiques publiques qui entourent ces tiers-lieux. Mais il y a aussi beaucoup d'autres exemples d'acteurs privés qui pensent construire des modèles. Finalement, les tiers-lieux, au départ, ça portait aussi beaucoup l'esprit de dire bon, c'est bien par rapport à un équipement culturel, c'est pas trop cher, et en même temps, donc parfois avec des aides à l'investissement, mais difficilement, en tout cas, sur des questions d'acquisition. Donc, petit à petit, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a amené ce sujet pour pouvoir interroger peut-être le cœur du problème, qui était finalement assez évident, puisque ces lieux portent vraiment un message d'outils de travail mutualisés pour un territoire. Donc, de dire, voilà, si on peut permettre à des artistes, des entrepreneurs de créer collectivement et de manière très plurielle dans des espaces de liberté, est-ce que ces lieux deviennent des moteurs, des outils de production pour l'ensemble des quartiers et des villes qui les entourent? Voilà, peut-être ça répond à la question du lieu, mais n'hésitez pas, si vous avez des réactions, peut-être on partage des réflexions autour de ça volontiers. Du coup, je comprends, mais vous m'arrêtez si je me trompe. Donc, la question du lieu n'est pas un élément fondamental, même si à une époque c'en était une. Si néanmoins, vraiment, l'idée c'est de construire à partir d'un lieu, il y a un enjeu de foncier important qui n'est pas simplement une question d'investissement, de rénovation, mais c'est aussi de propriété. Alors exactement, en fait, c'est pour ça qu'on aime amener maintenant l'idée des communs culturels dans ces enjeux. Je pense qu'effectivement, souvent, nous, on a vu depuis les friches culturelles jusqu'à aujourd'hui les tiers-lieux, en passant par les fabriques de culture, etc., aussi beaucoup de lieux qui ont été réhabilités par les usagers eux-mêmes sur des méthodologies de réemploi ou d'autres formats qui ont permis aussi de mettre le bâtiment au cœur du projet. Mais qu'effectivement, pour moi, l'impact et le savoir-faire que portent ces lieux va bien au-delà du bâti lui-même. Donc, la question de la propriété est un outil, disons, pour transmettre ces lieux au-delà des bâtiments eux-mêmes. Vincent ? Ouais. Cette question du foncier, et Juliette, je sais qu'elle est maintenant très, très active à cet endroit. C'est une question qui nous obsède un petit peu, dans le sens où on a déjà une fragilité en soi, c'est-à-dire que nous sommes des lieux très largement autofinancés, avec toutes les responsabilités juridiques et pénales qu'on peut incomber à un lieu privé, tout en ayant des missions de service public et d'intérêt général. C'est-à-dire c'est là où souvent, quand même, il peut y avoir une dichotomie assez complexe. Nous, par exemple, pour la Halle, on a notre lieu principal pour 12 ans et le nouveau lieu qu'on vient d'ouvrir pour 5 ans. Dans les deux cas, si on prend les deux, on a investi 2 300 000 euros. Sur 2 300 000 euros, il y a une intervention de 20 000 euros de la métropole. Et on a eu la chance à la fin d'avoir un FEDER à 300 000 euros, mais qui est arrivé en toute fin. Et là, on aura peut-être la région avec nous sur le nouveau lieu. Tout ça pour dire que ça reste
marginal ce qu'on allait chercher du côté d'argent public. D'ailleurs, tout le reste, ce sont des levées de fonds. On a la chance d'être en mode coopératif. On reparlera tout à l'heure, je pense, de la gouvernance, mais la coopérative, nous a ouvert aussi les champs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, donc certains fonds spécifiques, mais où l'argent est très cher parce qu'il assure le risque, parce qu'il y a un problème essentiel dans notre montage de lieux et qui est différent de celui de Bouillon Cube, mais qui, dans notre cas, ressemble pas mal à d'autres lieux aussi en périphérie de grandes villes ou autres, c'est que on est d'une part pas propriétaire, on n'est pas sur des baux amphithéotiques, on n'est pas sur des choses qui sont rassurantes pour des financeurs, on est sur des conventions précaires conventions d'occupation précaire. C'est-à-dire, nous, on a une COP, une convention d'occupation précaire de l'espace public, qui honnêtement est un statut à la fois souple, mais qui est surtout qui n'est pas du tout rassurant, dans le sens où une banque ne va jamais prêter à quelqu'un qui a une convention d'occupation précaire qui peut arriver à terme à n'importe quand. Parce que le propre de ce mode-là, c'est que théoriquement, il n'y a pas un terme fixe, même si on arrive par le juridique à faire en sorte qu'on puisse avoir un objectif d'un terme. C'est pour ça qu'on parle de 2030. Mais théoriquement, on peut être dégagé, entre guillemets, du jour au lendemain. Et tout ce qu'on construit dans le lieu, toutes les richesses qu'on y construit, chaque fois qu'on met un nouveau bout de bois, un nouvel usage, une cuisine, quelque chose, on sait qu'il ne s'inscrit pas dans la durée. C'est quand même toujours compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a tendance à dire, bon, à travers ces lieux-là, je veux dire, les lieux en tant qu'enveloppe physique, on vient prototyper des usages, et ces usages, s'ils sont bons à l'issue des 10 ans, des 12 ans, finalement, on trouvera une autre carapace pour les mettre, un autre bâtiment. Mais bon, d'une part, c'est pas si simple. À Montpellier, par exemple, on connaît bien la situation du foncier qui est ultra tendue et des halles de 4000 m², on n'en trouve pas à tous les coins de porte. On n'a pas un foncier post-industriel à réhabiliter, comme peut l'avoir la banlieue parisienne, Lyon, Arles, Marseille, avec du portuaire. Donc, on est sur un marché très, très tendu. Et le tout, c'est que, effectivement, l'enjeu aujourd'hui, ça serait d'arriver à se dire, OK, on sait qu'on est un outil de la construction de la ville, un outil de création d'identité d'un quartier ou création de valeur dans des espaces ruraux. Pour moi, la coopération à venir, c'est-à-dire l'endroit où on doit essayer de se mettre en ordre de marche, et notamment en intéressant plus les collectivités, c'est de voir comment on peut être un peu plus maître de notre foncier, dans le sens où ne serait-ce qu'avoir des baux amphithéotiques sur des espaces, ça nous permet d'avoir plus, de pouvoir amortir des frais sur plus longtemps, de pouvoir amortir des investissements, donc de faire des investissements plus importants, aller sur du bancaire, là où on ne peut pas aller sur nos types de conventions. Enfin, en tout cas, là, je rentre un peu dans la technique, mais pour dire que c'est un enjeu central même pour la physionomie de nos lieux, c'est-à-dire qu'on pourrait arriver à investir plus par moment si on avait un peu plus de visibilité sur la pérennité et la durée de nos lieux, même le type de contrat qui nous lie à nos lieux. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de jouer dans la même cour. Moi, je viens de la culture institutionnelle, plusieurs années de Centre chorégraphique de Montpellier, puis à Gaieté Lyrique, Radio France, enfin, ainsi de suite. Donc, j'ai encore un pied dans ça avec la danse contemporaine. Je produis le travail de Mathilde Monnier, de Xavier Leroy. Donc, je ne suis pas en train de faire une dichotomie entre le public et le privé, sauf que je vois d'où je viens et je vois ce que je fais aujourd'hui. Et je vois très bien les différences et je vois très bien que c'est quand même toujours David contre Goliath. C'est-à-dire qu'on fait, quand je parlais de la frugalité tout à l'heure, c'est pas un vain mot. On essaie de faire plus avec beaucoup moins. Et en fait, on a appris à faire plus avec moins parce qu'on n'avait pas le choix, dans le sens où on n'aurait rien fait si on n'était pas passé dans ce mode frugal, parce qu'on n'aurait pas eu l'espace pour faire quelque chose, parce qu'il n'y a pas d'espace institutionnellement parlant pour nous laisser exister sur ce type d'initiative. Donc, c'est sûr que nous, on milite pour essayer aussi de réfléchir la dimension foncière différemment, parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les promoteurs s'intéressent énormément à nous, les mairies s'intéressent énormément à nous. Moi, il n'y a pas une semaine dans ma vie sans qu'un promoteur m'appelle pour être dans son dossier pour candidater à une ville, enfin, candidater sur un lot d'une ville ou d'une municipalité. Et on se dit, bon, on est content d'être un faire-valoir et de sentir que ce qu'on fait a du sens, mais à un moment donné,
On ne peut pas être juste comme ça, un peu instrumentalisé sur des dossiers, et à la fois derrière, juste, enfin, ne jamais pouvoir sécuriser nos modèles. Parfait. Juste pour Oui, Juliette. compléter, peut-être, effectivement, je pense que la frugalité est probablement la solution, enfin, ce qu'on a longtemps défendu sur l'économie sociale et solidaire. Après, sur les points le dualisme culturel entre l'institution, les tiers-lieux, l'émergence et tout ça, je trouve que justement, c'est là que s'invente cet équilibre lié à des démarches fortes de droit culturel, où justement, l'idée n'est pas de les opposer. Et pour la partie technique, pour moi, effectivement, dans la réflexion qu'on a menée autour du foncier culturel, il y a effectivement ces exemples où si les banques ne prêtent pas pour des questions de précarité, pourquoi les subventions publiques le feraient, c'est-à-dire pourquoi on verserait des investissements sur des lieux qui sont transitoires. Il y a un moment donné, effectivement, la cohérence n'est pas juste. Donc nous, on a tendance aussi à encourager un partenariat, comme le dirait Patrick Bouchin, disons un partenariat public-privé, people, avec aussi un vrai investissement, une vraie réappropriation citoyenne de ces espaces, comme ça s'est vu dans plein d'exemples européens, mais aussi sur d'autres exemples comme des supermarchés coopératifs. Pour nous, on peut mettre au même endroit le temps dans ces lieux que l'argent, et donc d'avoir vraiment une forme de participation citoyenne vraiment valorisée. Et aussi pour la partie technique, quand les villes, disons, pour savoir qui instrumentalise qui dans ces enjeux culturels et urbains, quand les villes n'ont pas les moyens peut-être de subventionner du fonctionnement, par exemple, pour nous, c'est important que les collectivités puissent aussi développer des outils de garantie sur du foncier, des apports, voilà, de construire un peu intelligemment, collectivement, cette manière de construire et de préserver, disons, ces lieux pour la génération suivante. Merci. Est-ce que du côté de Bouillon Cube, il y a des compléments que vous souhaitez apporter ou peut-être l'idée, voilà, en tout cas, je pense que c'était important de mettre le doigt sur cette question du foncier, parce que c'est vrai que dans énormément de situations de structures culturelles et pas que, en général, la collectivité est porteuse d'un lieu, on va dire, et puis elle va soit à travers une DSP, soit directement donner l'accès à une association pour mener le projet ou mener un événement qui va être de l'ordre de la création ou autre. Je schématise fort, mais c'est vrai que je pense que plus qu'ailleurs, dans l'enjeu des tiers-lieux, dans le sujet tiers-lieux, il y a cette question de développer sur du long terme un projet et donc se retrouver dans une situation où on investit soi-même du temps, des moyens, et que la question de la propriété, en tout cas de l'exploitation longue de ce lieu, sans pouvoir être mis dehors ou sans pouvoir être malmené par des évolutions politiques, et à avoir en tête. Souvent, les porteurs de projets qui se lancent sur la création d'interlieux sont très mobilisés et motivés et mettent toute leur énergie sur le financement du fonctionnement, traitent la question de l'investissement et de rendre le lieu à nouveau accessible et utilisable, mais sans se projeter sur le moyen à long terme. Et alors que finalement, cette question, elle se pose assez vite et peut être source de grandes désillusions ou de grandes difficultés. Donc voilà, donc c'était un peu, on ne va pas y passer toute la table ronde non plus, mais je pense que plus que dans d'autres secteurs ou sujets, la question du lieu est importante et de la gestion du foncier, pour le dire un peu vite. Peut-être un autre sujet qui est la gouvernance, le modèle, et puis traiter plus finement aussi quel projet, quel territoire. Voilà, donc encore sur les questions un peu de cadre, de comment ça fonctionne, quelle est la boîte. Peut-être vous entendre aussi sur la question de la gouvernance. Qui interviendrait ? Moi, je le dis très rapidement aussi avant de partir, désolée encore une fois. Je crois qu'effectivement, il faut valoriser justement dans ces usages une capacité à produire de la gouvernance collective, c'est-à-dire si on arrive à travailler de manière pluridisciplinaire, de mettre un jardin partagé avec un artiste, avec un entrepreneur, un restaurateur, c'est qu'on arrive, disons, à faire coexister ces endroits et que c'est là où notre capacité à construire des modèles où on peut aussi intégrer des collectivités, des acteurs publics et privés dans ces gouvernances, et que donc, pour moi, favoriser, disons, des modèles
de coopératives, ou en tout cas assez souvent des associations qui fonctionnent comme des coopératives, qui sont entrepreneurs. Donc d'avoir vraiment ces modèles, ils ont beaucoup de lieux ont ça en commun. Et moi, je trouve que c'est aussi un critère pour des acteurs publics de comprendre et de regarder la manière dont la gouvernance est portée collectivement. Côté Bouillon Cube, je pense, vous vouliez intervenir? Oui, pour revenir juste rapidement sur le sujet d'avant, effectivement, on est complètement là-dedans sur le fait qu'il a fallu un jour, nous on vient d'une initiative privée sur un lieu privé qui était mis à disposition puis loué, avec un bail de droit commun de plus de 12 ans, donc acte notarié, et c'est vrai qu'effectivement quand on va rechercher des subventions type leader d'investissement, d'équipement, etc., évidemment ça sécurise à fond les partenaires financiers, et que c'était vraiment une pierre angulaire nécessaire au développement de notre projet. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on accompagne nous des tiers-lieux sur leur mise en place, etc., en fait, quelque part, si la question du foncier, elle n'est pas du tout réglée, c'est-à-dire qu'on a des porteurs de projets qui ne savent même pas vraiment ni où, ni comment, ni avec qui sur cette question-là, c'est vrai que des fois, on se dit, OK, c'est pas vraiment le projet qu'on va sélectionner en premier pour l'accompagner, parce que c'est le premier gros problème à régler avant de construire réellement un projet cohérent et de s'interroger sur la fonction sociale, la relation au territoire, etc. Donc ça, c'était pour juste boucler un peu sur le sujet d'avant. Sinon, sur la gouvernance, nous, on est toujours en association. Je dis on est toujours parce que c'est pas trop, c'est plus trop la mode dans le milieu des tiers-lieux. On est en association loi 1901, donc classique, basique, avec des statuts qui sont en train d'évoluer vers un système de collège, donc parce que la grosse difficulté nous qu'on a dans la mise en place du tiers-lieu, c'est la place de chacun et chacune à l'intérieur des prises de décision, c'est-à-dire qu'un conseil d'administration aujourd'hui qui est capable de suivre un panel d'activités aussi différentes que celles qu'on peut mettre en place sur notre territoire, à la Grange ou sur le territoire en général, en fait, c'était devenu assez compliqué. Et on avait une super dynamique associative avec un CA historique qui suit depuis toujours, avec des entrées, des sorties évidemment, mais voilà. Et c'est vrai que ça devenait vraiment très problématique. Donc on est en train de passer sur un mode collégial, donc avec des collèges, un collège qui va s'occuper de la partie jeunesse, un collège qui va s'occuper de la partie espace de vie sociale, un collège qui va s'occuper de la partie culturelle, et des personnes représentées en assemblée générale, en conseil d'administration, pardon, de fait, élus de fait en conseil d'administration en tant que représentants de leur collège. Voilà, je ne sais pas si Élise, tu veux revenir un peu sur la question de la SIC qu'on s'est posée évidemment, comme tout tiers-lieu à un moment donné. Oui, voilà. C'est effectivement, voilà, Claire, elle précisait le fait qu'on est toujours loi 1901, et c'est vrai que ça nous tient à cœur parce que voilà, ça fait 2-3 ans qu'on réfléchit à la structuration en fait, et cette entité juridique qui serait la plus appropriée. Et c'est vrai que évidemment la société, à un moment donné, société commerciale est arrivée plusieurs fois sur le tapis. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des limites à ça, à pas mal de choses, hein, et qu'au-delà des limites, voilà, sur l'accueil par exemple de volontaires européens, de volontaires en service civique, ce genre de choses qui nous tiennent vraiment à cœur et qui font partie des valeurs créatrices pardon, de Bouillon Cube en termes de transmission et de mobilité européenne et d'interculturalité. Et au-delà de ça, il y avait vraiment l'idée de défendre aussi l'association 1901 en sachant que en fait, cette entité juridique, elle permet vraiment un panel énorme. On n'est pas obligé de rester sur un schéma classique de un ou une présidente et un bureau avec 3-4 personnes et un CA d'une quinzaine de personnes, mais qu'on peut effectivement travailler sur des collèges thématiques qui permettent aussi d'y rentrer déjà les activités d'origine de Bouillon Cube, mais d'y rajouter toute la partie tiers-lieu, la partie archipel aussi, qu'on en a parlé tout à l'heure, qui est vraiment l'archipel sur les 4 communes environnantes. Donc voilà, ça permet vraiment d'avoir une possibilité de retrouver de la discussion, de la réflexion en interne avec des groupes de travail, avec des temps plénières aussi réguliers et un CA du coup dans l'année qui permet vraiment que toutes les personnes se retrouvent et mettent à plat les différents temps de réflexion et de travail qui ont été faits tout au long de l'année. Donc voilà, ça correspond mieux à ce qu'on veut là désormais. Mais c'est vrai que c'est une vraie réflexion qu'on a eue un moment, et on a fait marche arrière par rapport à la SCIC. Et là, en tout cas, on a trouvé quelque chose qui nous va mieux. Voilà, puis c'était dans le côté aussi injonction un peu, on a eu cette impression-là à un moment donné, hein, après en avoir parlé avec pas mal de personnes, parce qu'à partir du moment où il y avait effectivement la gestion de l'entrée
des loyers, de l'entrée des bureaux, voilà, de tout ça. Donc il y avait toute une partie de gestion commerciale qui était nouvelle aussi pour Bouillon Cube, mais qui ne justifiait pas en fait à un moment donné le fait de passer sur une SCIC par rapport à ce qu'on y perdait, par rapport aux valeurs fondamentales voilà, qu'on voulait défendre et qui me paraissaient importantes à défendre avec l'association Loi 1901. Donc j'entends en fait qu'il n'y a pas tellement, enfin que la nature juridique, le statut juridique est pas forcément il n'y en a pas un plus qu'un autre. En tout cas, le mot-clé qui traverse tout ça, c'est plutôt la coopération en fait. C'est comment trouver un mode de coopération qui est à l'image de l'ensemble des activités et du projet que vous voulez porter, mais et en fonction des participants, comment on définit le meilleur statut, y compris sur la capacité à s'impliquer en temps, en temps de décision. Enfin voilà. Donc je pense aussi que vous l'avez beaucoup dit. Enfin c'est vraiment dans l'ADN des tiers-lieux cette question de la coopération qui est tout aussi importante ou enfin voilà qui est un marqueur fort du tiers-lieu. C'est vraiment cette modalité de fonctionnement. Qui après se traduit sur un statut juridique à décider en commun, mais qui peut aussi bien être associatif que d'autres modèles plus liés à la coopération. Et j'imagine que coopération, c'est aussi dans l'action, enfin dans les modalités de fonctionnement, pas simplement de décision, qu'on retrouve aussi ce fonctionnement qui peut sur Bouillon Cube ou sur Vincent peut-être, enfin voilà, comment on est plutôt dans un collectif qui coopère plutôt que celui qui est en concurrence. Bon, c'est vrai que derrière coopération, bon, on est allé vers un statut coopératif, mais je rejoins Bouillon Cube, c'est-à-dire que nous, là, le coopératif, aujourd'hui, on est un SIC, on est un regroupement, on est un groupement coopératif, on a plusieurs SIC, on a plein de structures. Donc, on est roi des structures parce que la France est le roi de la complexité aussi en termes de juridique. Donc, par exemple, on a une structure dédiée pour la formation parce qu'on est organisme de formation et qu'on est obligé d'en avoir une dédiée. On est un gros café-restaurant, donc pour limiter les risques et pour épouser aussi des conventions collectives plus adaptées, on a une structure pour la restauration. On a une SIC qui fait la gestion quotidienne de tropisme et qui est liée à la SIC mère, qui est comme une tête de holding, qui est un goût d'illusion, enfin qui est la SIC mère et qui regroupe toutes les activités. La SIC mère vient à la base d'une association qui était l'association Illusion Macadam, mais qu'on a gardée parce qu'effectivement, se pose aussi quelques soucis, c'est-à-dire que quelquefois il y a des outils légiférants qui vont plus lentement que certains usages, dans le sens où aujourd'hui, comme disaient nos amis de Bouillon Cube, par exemple, nous avec la SIC, on ne peut pas avoir de service civique, on peut pas être, il y a plein de dimensions comme ça qu'on ne peut pas avoir, on peut pas, on a été obligé de monter une nouvelle structure aussi, une association pour essayer de pouvoir avoir un rescrit fiscal, ce qu'on ne peut pas avoir avec la SIC en tant que tel. Enfin, c'est plus compliqué pour pouvoir notamment, recevoir des formes de mécénat. L'intérêt de la SIC, nous, principal, c'est que la complexité de notre modèle économique, la SIC, mine de rien, permet d'impliquer dans des collèges différenciés tout le panel des partenaires, c'est-à-dire des partenaires privés, des partenaires en industrie, des partenaires institutionnels, des collectivités. Nous, aujourd'hui, dans nos collèges, la ville existe, la région peut, à droite citer, il y a nos partenaires financiers directs. Donc, ils ont quand même l'impression de pouvoir, enfin l'impression, pas qu'une impression, ils sont clairement impliqués aussi dans un schéma décisionnel stratégique. Par exemple, une SIC, théoriquement, peut percevoir des subventions, c'est légal, c'est inscrit dans la loi. Nous, pour l'instant, on est en train, à l'endroit de la ville et de la métropole, c'est pas un usage qui se fait, par exemple. Donc, on est obligé encore de garder l'association, ce qui fait des jeux d'écriture complexes, mais c'est quelque chose qu'on essaie de faire bouger. Bref, en tout cas, on est souvent obligé de bricoler des modèles multiples. Je pense que, voilà, comme le disait Claire ou Élise, à un moment donné, quand on fait de la prestation de service, le modèle associatif peut avoir des limites et à la fois, il peut l'intégrer, mais comme nous, la coopérative peut intégrer de la prestation de service, mais moins certaines missions d'intérêt général. Voilà, on bricole ces modèles. Mais c'est vrai que le maître mot autour de ça, c'est créer des outils de gouvernance qui, d'une part,
implique les partenaires, ça c'est une chose. Mais le principal, c'est même, je dirais, c'est qui implique les usagers et ceux qui sont au service des usagers. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéresse le plus dans mon modèle, c'est que les gens qui sont salariés dans la SIC, dès le premier jour, ils ont la possibilité d'être associés. Et être associé à l'outil de travail qu'on défend, c'est très différent que d'être un simple salarié extérieur. C'est-à-dire que tous les jours, on se réveille en se disant que si on ne fout rien et qu'on casse notre outil de travail, ben, on casse l'outil collectif, on casse l'outil dans lequel on est associé purement, quoi. Même si on ne tire pas de dividendes, parce qu'on est dans des économies sociales et solidaires où on ne rémunère pas le capital, et ça c'est le fondement de nos engagements, on réinvestit tout, mais malgré tout, c'est une vraie implication. Et c'est vrai que ça va jusqu'à la réflexion de l'implication des usagers eux-mêmes, hein, qu'on peut avoir tout à fait dans un statut associatif ou dans un statut coopératif, de se dire, ben voilà, l'usager final, et dans nos cas respectifs, ce sont des usagers finaux, parce qu'il y a plein de types, des typologies d'usagers différents, mais comment on arrive à les impliquer dans le projet. Et c'est vrai que nous, on a souvent tendance à se dire, peu importe le véhicule juridique ou la raison sociale, c'est bon, on parle du projet et en décrivant le projet, on trouvera un véhicule comme ça qui le portera. Mais malgré tout, le véhicule n'est pas complètement neutre, c'est sûr. Justement, en vous écoutant, donc l'implication des usagers est vraiment aussi un point important du développement d'un tiers-lieu. Et peut-être vient tout de suite la question de qu'est-ce qu'apporte un tiers-lieu au territoire dans lequel il est et surtout au public qui fréquentent ou qui sont proches de ce tiers-lieu, que ce soit des publics lambda, mais peut-être ceux qui sont plus ciblés sur les politiques publiques, en tout cas ceux qu'on appelle les politiques qui relèvent de la politique de la ville, les publics qui relèvent de la politique de la ville, pardon, ou ceux qui sont en ruralité. Est-ce qu'il y a un déterminant ou est-ce qu'il y a une caractéristique plus forte qu'évoque le tiers-lieu sur ces publics-là, ou en tout cas sur le service rendu au territoire sur la question des publics ou autres? Moi, je crois que c'est justement vraiment la question centrale, en fait. Hein. On peut passer des heures sur les modèles juridiques, sur les modes de gouvernance, etc. En fait, à un moment donné, c'est quel rapport on entretient avec le territoire et qu'est-ce que les gens viennent trouver et quelle est la plus-value qu'amènent nos lieux en termes de vie sociale, en termes d'entrepreneuriat, en termes de lien social sur les territoires sur lesquels on est implanté. En tous les cas, nous, c'est vraiment notre raison d'être et je crois que c'est la raison d'être de beaucoup de tiers-lieux. Donc, effectivement, tout le reste, c'est vraiment des outils. Et là, c'est vraiment la question centrale et importante. Et là, je crois que c'est vivre et habiter ces territoires-là, nous aussi, en tant que personnes, moi, je trouve qu'on est vachement des passeurs et des passeuses, c'est-à-dire qu'on vit sur ces territoires, on fait des diagnostics, on a de multiples outils qui sont parfois très théoriques, on fait des enquêtes de besoins, etc. Et en fait, à un moment donné, on fait émerger quelque chose qui répond réellement à une demande locale qui est on peut passer des heures à faire un dossier, etc. Là, on est aussi, grâce au tiers-lieu, dans des choses qui sont très concrètes. Je reprends un exemple qui sort de chez nous, parce que c'est quand même le sujet que je connais le mieux. Il y avait un réel besoin sur notre territoire de cuisine, de laboratoire de cuisine partagée aux normes sanitaires. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui font des marchés et qui faisaient clairement chez eux avant d'aller vendre sur le marché, ou qui faisaient des services de catering, ou de la conserve à la période des châtaignes, j'en passe. Et ben, c'était un réel besoin. Et ben, nous, on a entendu ce besoin parce qu'on vit là, parce qu'on connaît, parce qu'on a eu quelques outils d'enquête aussi évidemment pour ça, et on a mis en place une cuisine partagée qui fonctionne comme des bureaux partagés, hein, comme du coworking, mais autour d'un espace de cuisine. Voilà. Et ben ça, c'est pas forcément reproductible dans n'importe quel territoire où il n'y a pas ce besoin-là. C'est pas forcément parce qu'on a mis en place tout un système de gouvernance hyper avec des remontées de conseils d'administration, etc., que ça a fini par. Mais c'est vraiment dans le niveau en fait, sur le terrain et sur le territoire. Et je crois que on arrive à ça parce que on est depuis 15 ans implanté sur ce territoire avec cette multiple casquette d'activités et ça nous permet d'être vraiment à l'écoute des besoins des habitants, habitantes qui, c'est notre taf après, deviennent coopérantes de ce tiers-lieu. Et du coup, Ah, pardon. Pardon, non, vas-y. Non, juste pour compléter, on revient un peu sur la définition du début de tiers-lieu. Effectivement, je pense que voilà, nous, encore une fois, on fait tiers-lieu depuis le début et il y a pas mal de choses qui sont remontées. Et donc, en fait, on a été à l'écoute des différentes personnes du territoire, des besoins et des demandes. Et on en arrive du coup à avoir vraiment un projet qui est coopératif
Et pour le coup, on n'est pas sur un tiers-lieu où effectivement on se cantonne à être sur du service et sur de la prestation de service, mais vraiment sur un projet qui est multiple. C'est pas forcément qu'un seul projet commun, mais où en tout cas il y a de la coopération, il y a de la réflexion commune. Avant même d'avoir le tiers-lieu en route, on a vraiment travaillé sur des ateliers et sur des temps de travail plénières avec différentes thématiques, avec les personnes en fait intéressées par le tiers-lieu, mais même déjà en amont avec la dynamique archipel locale et citoyenne sur les 4 communes, Causse et de la Buège, il y avait déjà cette idée de tiers-lieu à ciel ouvert et de faire des choses ensemble, de mutualiser les ressources, de partager en fait le matériel comme les ressources locales. Donc en fait, on est vraiment dans cet endroit-là où comment on arrive à faire quelque chose de coopératif, mais parce qu'il y a ce réel besoin, et du coup, ne pas tomber dans l'écueil d'un projet hors sol. Voilà, après, nous, on est passé sur la dynamique tiers-lieu après, et effectivement, comme le disait Claire, ça fait plus de 15 ans qu'on est sur le territoire, donc on a déjà travaillé tout ça, et la partie tiers-lieu est arrivée après, donc c'est presque tout cuit, j'ai envie de dire, puisque le territoire, on le connaît, les partenaires, on les connaît, les acteurs, actrices, on les connaît, du coup, il y a tout ça qui qui a bien maturé. Et c'est vachement plus simple que quand on a un projet d'emblée de tiers-lieu, quand on arrive sur un territoire qu'on ne connaît pas forcément. C'est vrai que là, nous, depuis le début, c'est le territoire et les publics qui fait qu'il y a cette envie et ce projet de tiers-lieu qui est possible. Et Vincent ? Ces notions de territoire, c'est sûr qu'aujourd'hui, les tiers-lieux ont toujours été traités du côté de l'ANCT, côté ministère, c'est-à-dire l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et pas du côté, par exemple, du ministère de la Culture. Et j'essaierai de conclure par une pirouette cette intervention en remplaçant le fait que, enfin, Quartier culturel créatif a placé le mot tiers-lieu dans un appel lié au ministère de la Culture. Mais pour dire qu'effectivement, on est le mot tiers-lieu, même s'il vient aujourd'hui définir certains usages qui existaient depuis bien avant que le mot se popularise, s'inscrit dans un territoire. Nous, on partage avec Bouillon Cube le fait d'être fabrique des territoires, c'est-à-dire on a un financement de la NCT qui fait que, et en général, pour être tiers-lieu et financé par la NCT, il faut être soit dans un milieu urbain proche ou dans un quartier prioritaire de la ville ou dans un quartier rural. C'est-à-dire il y a vraiment cette dimension d'animer un territoire fragilisé à l'endroit de certains services. Donc, on se nourrit, c'est-à-dire que nous, on vient dans un sens combler des manques, mais on ne le fait pas complètement consciemment, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire autre chose que coproduire des usages, c'est-à-dire faire avec d'autres. Moi, en tout cas, c'est ce qu'on nous on fait. On n'a pas les moyens financiers demain de se dire waouh, on a envie de monter un nouveau truc de A à Z parce que ça correspond à une petite lubie personnelle et on le monte. Je veux dire, c'est presque tautologique. On ne fait que ce qu'on fait. On ne produit que ce qu'on produit avec les autres. Parce que nous, on va prendre un exemple, on est à 200 mètres de la plus grande cité gitane sédentarisée de France, la cité Gély. On est à quelques centaines de mètres de Figueroles, un peu le Barbès de Montpellier. Aujourd'hui, par exemple, soit on érige un mur en se disant on ne veut pas voir les gitans, soit on travaille avec eux. Et on travaille avec eux par rapport à leurs besoins. Et de leurs besoins, là, on se met en discussion, on parle et émerge le fait qu'ils ont envie de valoriser mieux leur culture, de ne pas être stigmatisés à l'endroit de l'image d'Épinal qui leur colle à la peau. Et hop, émerge ce projet de festival co-construit avec eux, dont ils ont la DA entièrement, et on les accompagne simplement à trouver un peu plus de moyens et à le mettre à notre taille. Il y a 1000 exemples, c'est-à-dire chaque usage qu'on a dans notre lieu qui va de la petite partie compost, c'est pas nous qui la faisons, c'est-à-dire on devient une caisse de résonance de plein de citoyens, de plein de micro-collectifs, de plein d'autres initiatives, de plein d'autres associations, plein d'autres collectifs, et qui trouvent en nous la possibilité de faire sens, quoi. Une petite zone de compost, c'est pas nous qui nous réveillons en disant on va faire une zone de compost. Dans notre cas, c'est une association qui s'appelle Compostons qui se dit attends, on a vu qu'il n'y a pas du tout de compost dans cette zone-là. Nous, on vient, on l'a fait vivre avec les habitants du quartier. Et je dirais que quasiment tout ce qu'on fait, et si on prend même cette idée-là, jusqu'à ce qui est produit sur scène, c'est-à-dire il y a les 3/4 de ce qu'on produit sur notre scène est coproduit, mais au sens de coproduction du sens. On travaille avec d'autres promoteurs, d'autres producteurs, parce qu'on n'a pas vocation à produire seul.
Et de tout ça, moi, comme je dis souvent, la cohérence, la ligne éditoriale qu'on a et qui se dégage de notre ensemble, c'est notre capacité à éditorialiser le désir des autres de faire des choses chez nous. Alors ça veut dire quoi? Éditorialiser le désir des autres, c'est-à-dire c'est opérer des choix, on fait certains choix, c'est-à-dire on n'est pas un lieu garage, on ne dit pas oui à tout, évidemment. On a, moi pour ma part, je sais pas, j'ai une adresse mail, programmation, il y a 600 mails par mois, et évidemment je ne dis pas 600 fois oui. Donc on fait des choix, et l'ensemble de ces choix, mais qui sont liés au désir des autres de faire des choses chez nous, crée une cohérence, et donc on co-construit notre projet avec les autres. Et c'est vrai que là, on le voit, notamment récemment, on s'apercevait que dans notre quartier, c'est un peu une zone blanche à certains endroits, soit de commerce culturel ou de certaines dimensions. Là, on a monté un Emmaüs avec la communauté d'Emmaüs qui avait identifié, eux, un besoin d'avoir quelque chose sur place là. Et là, ce qui est marrant, c'est qu'on a été effectivement lauréat, et c'est pour ça que j'en reviens à ça, lauréat du dispositif quartier culturel créatif posé par le ministère de la Culture, et donc avec Philippe Tilly qui aujourd'hui, et on en est très content. Et c'est vrai que moi, premier réflexe, j'ai été hyper étonné de lire la teneur de cet appel à projet. Bon, j'étais très content qu'on l'ait, mais je me disais, tiens, pour la première fois, à ma connaissance, la culture vraiment lance un appel à projet spécifiquement lié au tiers-lieu. Et pour le dire vite, et Philippe en parlera plus en détail, c'était pour promouvoir, aider, renforcer la capacité des tiers-lieux notamment à intégrer, à favoriser des commerces culturels de proximité dans leur lieu. Partant du principe, effectivement, que du coup, on est un acteur de territoires assez sensibles, qui sont souvent des zones blanches à cet endroit-là, et qu'en favorisant ça, on va pouvoir, je pense, remettre certains usages culturels au centre de certains quartiers qui n'étaient pas pourvus. J'ai été étonné, moi j'ai été très étonné en lisant que ce soit cet axe-là qui soit retenu côté ministère de la Culture, parce que je ne voyais pas ce côté commerce culturel et création collé. Et ce qui est étonnant, c'est que, enfin c'est pas étonnant, parce que j'imagine que, évidemment, je sais très bien que ces dispositifs sont pensés, sont réfléchis, sont liés à des analyses de territoire. Et nous, dans notre cas, ça correspondait précisément à moi un besoin que j'avais identifié et qu'on m'avait fait remonter plusieurs fois par d'autres acteurs, justement dans cette idée de co-construire avec d'autres acteurs, qui était comment effectivement tel disquaire, tel libraire coopératif, tel autre acteur avait envie aussi de pouvoir profiter de notre caisse de résonance. Et donc, encore une fois, là on va, grâce à ce coup de pouce-là, on va pouvoir accélérer cette démarche, et nous-mêmes, plutôt que de faire faire à d'autres et de faire financer à d'autres, on va pouvoir nous vraiment coproduire au premier sens du terme, nous-mêmes en nous impliquant grâce à cet appel à projet qu'on a eu pour pouvoir favoriser ça. Mais encore une fois, ça va être un coup de boost pour accompagner un peu plus cette idée d'éditorialiser ce désir des autres de faire des choses chez nous. Merci. Est-ce que Bouillon Cube, voilà, ou sinon je saisis vraiment l'occasion de passer la parole à Philippe, un petit qui ouvre. Une perche comme ça que c'est plus que ça, c'est plus que ça. mais voilà, donc et peut-être ouvrir un sujet plus large sur le financement des tiers-lieux et cette dynamique qui s'est lancée des pouvoirs publics, puisque là on va avoir un éclairage financier État, ministère de la Culture, mais qui ne résume pas les autres financements portés aussi par les préfectures, donc entre autres les financements de l'ANCT, et au-delà des collectivités, puisque la région Occitanie aussi a des dispositifs de soutien aux tiers-lieux, pas que culturels, et les départements, chacun dans leurs critères aussi, peuvent apporter des aides à des tiers-lieux et en porter même stricto sensu. Puisque je m'occupe des Pyrénées-Orientales et de l'Ariège, et en l'occurrence, dans les Pyrénées-Orientales, il y a une démarche portée par le Conseil général 66. Tout de suite, la parole à Philippe Tilly, qui va nous parler des quartiers culturels et créatifs, mais pas que, en fait. Maintenant, il peut parler de tout ce qu'il veut. Je peux parler de tout. Alors en effet, la notion de tiers-lieu, c'est une notion ancienne et à la fois très récente, parce qu'on l'a, comme l'a dit Vincent, ça a été popularisé il y a 4-5 ans, on parle beaucoup de tiers-lieu, mais c'est une notion ancienne. Donc le ministère de la Culture soutient historiquement l'activité des tiers-lieux historiques, comme la Belle de Mai à Marseille, le Confort moderne à Poitiers, ou même le Main d'œuvre à Saint-Ouen. Ils soutiennent les activités culturelles de ces lieux-là, pas forcément le fonctionnement, mais en tout cas
cas l'activité culturelle. Alors c'est vrai que depuis, le Covid a mis en exergue le besoin fondamental de structurer, d'aider les tiers-lieux. Auparavant, ça avait été aussi mis en exergue par le rapport de Patrick Lévy-Weiss qui avait permis de développer le programme développé par la NCT, Nouveau Lien, Nouveau Lieu, qui soutient, donc qui développe Fabrique de territoire sur tous les territoires et aussi depuis quelques mois Manufacture de proximité. Donc ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de financement de la NCT en ce moment sur tous ces tiers-lieux qui ne sont pas des tiers-lieux spécifiquement culture, mais qui ont quand même 45 millions sur Nouveau Lien, Nouveau Lieu, et puis 30 millions sur Manufacture de proximité. Donc c'est quand même des sommes importantes. Alors, nous, au ministère de la Culture, on soutient, comme je le disais, les activités culturelles, des ateliers de fabrique artistique, des résidences d'artistes, des friches industrielles, mais on a engagé depuis quelques mois, depuis quelques années, une réflexion autour de soutien aux tiers-lieux, qui va se manifester par une politique globale, pilotée par une délégation générale au territoire, à la transmission et à la démocratie culturelle, qui est au sein du ministère, de l'administration centrale. Et nous, en fait, dans ce qu'on appelle les directions métiers, alors je ne vais prendre pas dans les détails, mais nous, on a développé parallèlement des soutiens, et le soutien qui est le plus visible en ce moment, c'est effectivement ces fameux quartiers culturels créatifs, qui ont pour objectif de soutenir des tiers-lieux, mais des tiers-lieux avec des spécificités particulières. Comme l'a dit Vincent, c'est d'un côté soutenir les commerces culturels de proximité pour soutenir l'offre culturelle sur un territoire. Alors, soit en fédérant les commerces culturels les existants, soit en créant de nouveaux commerces éphémères, pérennes, voilà, en fonction des besoins. L'idée, c'est vraiment d'aider à la structuration de l'offre culturelle sur le territoire. Il y a un deuxième axe important pour nous qui est la professionnalisation des acteurs, des résidents dans ces tiers-lieux. Un tiers-lieu, ça accueille des résidents, ça accueille des artistes, ça accueille des artisans. Et donc l'idée, c'est vraiment de soutenir cette dimension professionnalisation, structuration. Et puis on a un troisième pilier, mais qui est un pilier assez classique de ce que fait un tiers-lieu, c'est l'accueil du public à travers des lieux de restauration ou des lieux ouverts au public. C'est donc ces tiers-lieux, ces quartiers culturels créatifs, comme on dit, sont dotés sur la période 2021-2022 de 3 millions d'euros dans le cadre du plan de relance, et on va essayer de soutenir une trentaine de projets sur le territoire. Il y a déjà une première vague qui a permis de soutenir 10 projets, dont l'altropisme à Montpellier, et un autre projet à Uzès, dont j'ai un trou, je ne sais plus comment il s'appelle, en Occitanie. Il y a une deuxième vague là, qui va être validée par le cabinet de la ministre très prochainement, de 10 projets, et il y aura une troisième vague en mars 2022 pour soutenir encore, on espère, 10 projets. Donc on soutient avec alors là, c'est aussi très innovant pour un ministère de la Culture, parce qu'on ne soutient pas le fonctionnement, on soutient l'investissement, on soutient les travaux d'aménagement, de réhabilitation d'un lieu. Ça, c'est très nouveau pour nous d'être sur cet axe-là. Mais on est très heureux de ce soutien à ces quartiers culturels créatifs. Et on a eu effectivement beaucoup de dossiers, puisqu'on est à 130 dossiers sur les 2 vagues, ce qui est beaucoup sur tout le territoire. Donc cet appel à projet va être prolongé par un appel à projet qui va être plus axé sur les lieux innovants, puisqu'on va, dans le cadre de la stratégie d'accélération qui est aussi inscrit dans le cadre de relance, dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, on va soutenir aussi des lieux innovants sur tout le territoire, dont les tiers-lieux. Ce nouvel appel à projet qui sera lancé au 2e semestre 2022 sera doté de 27 millions d'euros. Donc c'est aussi une grosse somme pour des lieux innovants dont pourront faire les tiers-lieux, dont pourront faire usage les tiers-lieux. Voilà. Le 21 ? Non, 22 pour le nouveau. Le 21 quoi ? Je voulais juste, voilà, donc donc ces quartiers culturels créatifs sont une brique dans une politique qui est en train d'être construite par cette nouvelle délégation générale qui s'appelle donc la DG2TDC et qui va annoncer très prochainement de nouvelles actions en faveur des tiers-lieux peut-être plus classiques. Voilà. Est-ce que Vincent ou Élise, Claire, vous voulez réagir ?
Ou le public juste après. Vincent, Claire, Élise. Est-ce que peut-être on ouvre maintenant une phase de questions-réponses ou en tout cas d'interrogations ou de sujets que vous souhaiteriez aborder qu'on aurait oubliés? Moi, j'ai L'autre lieu, je crois que c'est le 21, hein, il me semble. Qu'est-ce que c'est ? Le lieu d'Uzès s'appelle le 21. Ah, le 21, pardon. Voilà. Pardon, le lieu à Uzès s'appelle le 21. Moi, je ne comprenais plus 2021. C'est terrible. Non, une petite précision technique, quand vous parlez de 30 projets pour les quartiers culturels créatifs sur le territoire, vous parlez du territoire régional Occitanie ou territoire national ? Non, malheureusement, c'est le territoire national, oui. Merci. Mais ça vient se cumuler avec les fabriques de territoire, avec un certain nombre d'autres dispositifs. Donc c'est vrai qu'il y a un foisonnement de dispositifs, de projets qui ne sont pas forcément reliés, mais en tout cas dans l'ensemble des dispositifs dits de droit commun, donc pas spécifiques culture, alors que quartier culturel créatif l'est vraiment spécifiquement. D'autres, des projets culturels peuvent être financés par des crédits qui ne sont pas ciblés. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des sujets qui n'auraient pas été abordés, que vous souhaiteriez que l'on aborde ? Bonjour, merci à tous pour ce sujet très intéressant. Je suis Mélanie Fournier, je travaille en fait dans la pépinière d'entreprise qui s'appelle le Pôle Action Média, dans l'agglomération de Perpignan, au Soleil. Au Soleil. Exactement, donc ça me fait écho depuis tout à l'heure. Donc en fait, nous, on est un cluster et pépinière. Donc on fédère aujourd'hui à peu près 80 entreprises des industries culturelles, créatives et numériques. Donc ça va du jeu vidéo à l'agence de communication plus classiquement, au studio d'animation, à la production audiovisuelle, cinématographique, mais également à des solutions plus digitales innovantes de l'écosystème French Tech sur des outils de gestion un peu à la type Doctolib, etc. Et donc nous, on est une association loi 1901, donc on n'est pas du tout parti sur une coop ou autre chose. On est 50% à peu près financé par le public et le privé, avec une grosse majorité de l'appel à projet par rapport à la région, qui est triennale d'ailleurs. Et pour le coup, la question du foncier se pose, on va dire, réellement aussi, dans le sens où nous, en fait, on a un gros soutien de la ville. En fait, la maire du Soleil, qui est Armelle Revel-Fourcade, qui est aussi vice-présidente de Perpignan Méditerranée Métropole à la communauté urbaine, a une vraie volonté de transformer en fait, la ville du Soleil en vraie cité digitale. On a eu d'ailleurs tout un complexe là, qui vient d'être inauguré il y a à peu près un mois, de 12 000 m² en tout. On est très en lien du coup avec en fait, l'IDEM Creative Art School, qui est une école des arts créatifs et numériques. Donc en fait, on a investi un petit peu les lieux qui appartiennent à la ville et on s'installe comme ça sur divers bâtiments. Donc là, on a 2 bâtiments à l'heure actuelle où on héberge une quinzaine d'entreprises. On vient donc du coup, grâce à cette cité digitale et cette nouvelle inauguration où l'IDEM s'implante, on va récupérer ces anciens locaux. Donc en fait, on construit petit à petit, des endroits où on peut héberger les entreprises, où finalement, ce sont des entreprises qui sont d'ordre de taille petite, on va dire. Et finalement, on a des locaux où on va pouvoir les déplacer un petit peu à mesure qu'elles grandissent. Ces bâtiments-là, du coup, sont vraiment au cœur de ville. Et il y a une vraie dynamique qui s'est mise en place dans le sens où aussi, beaucoup maintenant ont envie de se déplacer au Soleil, même si on ne peut pas forcément les accompagner en pépinière, même si on ne peut pas les héberger, mais qui ont envie d'y aller parce qu'il y a une dynamique qui s'installe. Et donc c'est là aussi où finalement on voit qu'il y a une importance, c'est que plutôt que des fois d'aller chercher tel ou tel lieu, réinvestir dans tel ou tel lieu, finalement se réimplanter avec une vraie volonté des institutionnels de faire quelque chose. Alors, on n'est pas dans des quartiers spécifiques, on est une ville d'à peu près 8000 habitants, donc on n'est pas du tout dans le rural, on n'est pas dans les quartiers prioritaires, etc. Mais on arrive à avoir une grosse dynamique qui se met en place et qui est intéressante. Après, pour la question de la gouvernance, bon, pas beaucoup plus à dire. Voilà, on est une association, on reste tel quel, en tout cas pour l'instant et pour un bon moment, à mon avis. Donc voilà, je voulais juste simplement réagir par rapport à la discussion qui a été faite juste là. En tout cas, pour nous, vraiment le plus important à l'heure actuelle aussi, c'est au final, peu importe
qui, comment c'est gouverné, etc., comment c'est géré et autres. Mais vraiment, c'est demain, qu'est-ce que je peux faire pour cet entrepreneur ? Est-ce qu'il faut aller justement peut-être le rediriger, que ce soit à Montpellier auprès de Context Art ou autre, pour telle ou telle chose ? L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, on met en place tout ce qui est possible pour l'aider. Et on a créé un réseau qui s'appelle le Créasud 66. Donc en fait, c'est le réseau de toutes les structures d'accompagnement du département. Donc il y en a qui sont plus orientés finalement pépinières, d'autres incubateurs, d'autres plus pour les étudiants, d'autres qui sont vraiment dans les innovations, d'autres donc comme nous dans les ICC et numériques. Et l'idée, c'est vraiment de créer des synergies tous ensemble et de faire des co-accompagnements. Donc finalement, on a peu de ressources à l'heure actuelle. On grandit petit à petit, mais on reste petit. Et donc, à notre échelle, on essaie de faire ce qu'on peut. Mais l'idée, c'est de se dire, voilà, finalement, dans le département, il y en a d'autres qui font aussi des choses très bien. On a des personnes qui sont plus expertes que d'autres par rapport à ce qu'on fait. Allons les voir. Et puis, il faut dire aussi que pour revenir au côté financier, vu qu'on a une grosse partie qui est prise qui est mise par la région, mine de rien, il y a ce phénomène de plus en plus de tiers-lieux, de plus en plus de structures d'accompagnement et autres. À un moment donné, le gâteau, il se rétrécit. Donc, à un moment donné, voilà, il faut travailler en bonne intelligence et puis essayer de comment perdurer en faisant, pourquoi pas, appel à un petit peu plus de financement privé que public. Merci beaucoup. Justement, je pense que la question de la mise en réseau, elle est importante. En tout cas, on le voit dans beaucoup de secteurs, pas seulement culturels, mais en particulier culturels, et dès que c'est porté par des structures associatives ou autres. Et là, on est sur un mouvement important donc, de développement de lieux de cette nature-là. Est-ce que vous avez le sentiment de bénéficier de l'expérience des autres ou d'être plutôt chacun... voilà, j'ai quand même... donc, comme dans l'ADN, on a parlé de la coopération et je pense de la complémentarité. Est-ce qu'il y a cette logique d'accompagnement, de compagnonnage peut-être, plus qu'ailleurs, dans la logique de construction des tiers-lieux ou pas, ou je rêve, je parle d'un sujet qui n'existe pas, je ne sais pas. Je pense que lié, ouais, c'est assez fort. Nous, on est consultés en permanence par rapport à des porteurs de projets de tiers-lieux, c'est presque comme si on essaie presque d'avoir la façon dont on a structuré notre affaire, même si elle est très liée à notre contexte, au fait que ça fait 20 ans qu'on est sur ce territoire, tu vois, comme Bouillon Cube peut le dire pour son territoire, c'est-à-dire, ça reste des constructions très contextualisées, mais malgré tout, on essaie presque de mettre en open source tout ce qu'on a su faire, tout ce qu'on a pu faire. Et là, maintenant, aujourd'hui, c'est surtout essayer vu qu'on est tous très, très, très pris, c'est presque mettre des outils à disposition des gens pour qu'ils puissent puiser dedans pour minimiser le temps qu'on y passe. Mais au-delà de ça, c'est surtout qu'il y a des structurations de plus en plus en réseau. Les réseaux effectivement, de tiers-lieux Occitanie, qui est en train de se structurer vraiment, où on est en train de se parler beaucoup, où du coup, ça va générer... même un emploi dans pas très longtemps, voire un peu plus, et donc vraiment du lien et avec des comités spécifiques qui vont se former pour des échanges d'expériences. Fabrique des territoires, c'est un réseau qui nous permet de nous mettre en dialogue en permanence. Il y a des cafés quasiment hebdomadaires qui permettent, sur des questions spécifiques, de mettre tous les lieux des fabriques des territoires en lien sur des questions. Enfin, en tout cas, c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être que, comme le disait l'intervenante juste avant, l'assiette, elle n'est pas extensible, ça on le sait, donc il y a peut-être une logique de concurrence, mais je pense qu'on ne se sent pas en concurrence, d'une part, parce que derrière le mot tiers-lieu, c'est tellement un mot tellement fourre-tout qu'il y a des modèles économiques et des réalités de territoire, des réalités d'opportunités aussi économiques qui sont très, très différentes. C'est-à-dire que je veux dire, à Montpellier, par exemple, il y a deux fabriques. Il y a une fabrique du territoire qu'on est, et une fabrique plus numérique qui est liée à un lieu du CCAS. On est extrêmement différents, on ne se sent pas en concurrence. À la limite, moi, pour certains aspects de l'altropisme, je suis plus en concurrence avec le Rockstore qu'avec le lieu du CCAS. Et pour d'autres aspects de l'altropisme, on est plus en concurrence avec Realis, qui est l'incubateur de structure de l'ESS. Bon, bref, on est des structurations, à la différence de CDN ou de théâtre ou de CCN ou de tous ces labels nationaux qui sont vraiment dans des cœurs de métiers très, très homogènes et
est assez identique. On a tous des endroits d'expertise, de rapport au territoire suffisamment différents pour ne pas être en concurrence, et à la fois des problématiques effectivement de lien aux usagers, au territoire, au financement, au foncier, qui sont suffisamment proches pour qu'elles soient partagées, partageables, et qu'on essaie d'avancer un peu collectivement sur ces questions. Élise, Claire, peut-être? Moi, je voudrais intervenir sur quelque chose là-dessus, parce que quand même, ça me semble intéressant de parler des logiques de réseau, alors qu'on est justement dans un forum entreprendre dans la culture. Alors, on intervient sur la question des tiers-lieux. Et je crois que notre habitude de travail dans le secteur purement culturel, à la base parmi d'autres, mais est un secteur qui a vraiment des habitudes de travail en réseau, des réseaux d'aide à la production, des réseaux d'aide à la diffusion, des réseaux par esthétique. Nous, on fait partie de la plateforme Jeune Public, mais aussi du Silo en région, qui est sur les musiques... bref, cette habitude de travailler en réseau, en fait, elle vient même vraiment de la culture, des fois vers les tiers-lieux, parce que je sais que c'est un sujet sur lequel on est souvent interrogé, et sur les logiques de réseau, et sur les relations, et souvent les bonnes pratiques avec les pouvoirs publics, notamment locaux. C'est des choses sur lesquelles les réseaux tiers-lieux viennent vraiment chercher notre spécificité culturelle. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant d'en parler là. Parce que c'est quelque chose sur lequel on est quand même souvent interrogé. Et cette logique de réseau est hyper importante. Et pour revenir sur la concurrence, parce qu'on n'avait pas trop posé le mot avant, mais j'ai trouvé assez super ce que tu disais, Vincent, assez superbe dans une phase un peu avant, sur le fait que, en fait, pour moi, les tiers-lieux sont vraiment justement l'anti-concurrence sur les territoires. Parce qu'en fait, c'est comme un jalon qui est posé de base quand on se définit comme tel. Alors, c'est qu'on sorte de cette logique parce qu'on est content et contente qu'une dynamique voit le jour sur le territoire à côté, prennent même racine. Nous, on a des porteurs de projets dans notre tiers-lieu qui sont là pour créer un tiers-lieu. Enfin, je trouve que c'est quand même assez chouette pour être dit. Et en fait, on accompagne ces porteurs de projets qui vont sûrement un jour créer un tiers-lieu, certainement pas dans le village à côté, ça n'aurait pas de sens, mais à 20 bornes de nous. Et on apprend ainsi à travailler ensemble en étant les uns à côté des autres pendant plusieurs mois, plusieurs années que demande l'incubation de leur projet. Et avec toutes les spécificités, du coup, là on a peu parlé parce que c'est pas le sujet, mais les spécificités numériques, la question des Fab Labs, la question du fer, c'est des choses aussi qui effectivement sur des territoires très proches, en fait, chaque quartier en milieu urbain ou petit territoire en milieu rural va pouvoir trouver encore une fois, si on revient sur un projet de territoire, en lien avec les besoins et les envies des habitants habitantes, développer sa propre spécificité en fait et travailler dans une meilleure intelligence. Où justement on ne tombe pas dans de la concurrence, quoi. Une autre intervention, une question, un témoignage de la salle? Non, pas forcément, pas de... Ah. Et puis peut-être à l'intention de nos intervenants, peut-être voir voilà, quel sujet on aurait oublié ou comment on pourrait... arriver à la fin, si vous aviez un dernier mot à apporter, donc juste après cette intervention de la salle. C'est juste une réflexion qui va dans le sens de ce que vient de dire Claire. C'est que je trouve ça super intéressant que le milieu culturel vienne alimenter, de par son savoir-faire et son ADN de mise en réseau, de structuration professionnelle, etc., les réseaux des tiers-lieux. Pour autant, les tiers-lieux ont vraiment énormément à apporter au monde culturel et cette porosité, elle me semble vraiment primordiale parce que, quelque part, le monde culturel a quand même un petit peu de retard, je pense, sur beaucoup de sujets, l'égalité homme-femme, la diversité, etc., et sur les modes de gouvernance qui sont promus par les tiers-lieux sur la citoyenneté, l'engagement citoyen, l'horizontalité, la transversalité. Tout ça, c'est des termes qu'on utilise beaucoup dans la culture, mais pour les mettre en pratique véritablement, c'est vraiment une autre histoire. Et on se rend compte que même dans les services de certaines collectivités, dans les services de l'État, on est interrogé sur nos gouvernances. Dès qu'on met des gouvernances partagées, qu'on arrête ce système pyramidal avec un président, qu'on met en place une collégiale ou quoi que ce soit, il y a encore des interrogations. Là où dans le monde des tiers-lieux, c'est évidemment beaucoup plus avancé. Et quelque part, donc moi je trouve qu'il y a en tout cas beaucoup d'espoir à voir la porosité entre ces mondes qui sont faits pour se rencontrer et s'enrichir l'un l'autre. Merci beaucoup. Parmi nos intervenants, Vincent tout à fait d'accord.
tout à fait d'accord avec, je crois que c'est Cédric, je crois reconnaître la voix de la Fabrique francophone, c'est ça? Là, il nous voit. Tout à fait d'accord avec toi, Cédric. Effectivement, moi, je parle des thèmes sur lesquels je trouve que la culture peut amener vraiment les habitudes du secteur culturel au tiers-lieu, mais ce que tu dis est tout à fait vrai, et je t'avoue que les premières réunions sur les réseaux tiers-lieux, particulièrement sur les langages liés à un militantisme de l'égalité homme-femme, avec Élise, on est sorti là avec le cœur qui battait au mauvais endroit, quoi. Effectivement, il y a beaucoup de choses inspirantes. Philippe, peut-être? Alors, non, je voulais juste ajouter, je ne sais pas pourquoi vous êtes venu à cette table ronde, si vous avez des projets de tiers-lieux ou autres, mais c'est vrai que si vous avez des projets de tiers-lieux, dans le cadre d'un autre appel à projet que je pilote qui s'appelle Soutien au dispositif d'accompagnement pour la culture, on a soutenu une association qui s'appelle, une agence qui s'appelle Ancots et qui accompagne qui soutient le développement de tiers-lieux par des heures de conseil, voilà, parce qu'évidemment les tiers-lieux sont très protéiformes, on l'a vu, hein, il y a beaucoup de formes différentes, il y a beaucoup d'activités différentes, mais il y a quand même des choses qui sont communes. Donc cette agence permet d'offrir des heures de conseil pour ces projets de tiers-lieux. Voilà. Ancots, c'est ANCAOTS. Exactement. Vous trouverez ça sur leur site, vous trouverez le lien vers le... Et puis à travers Adoc, à travers aussi Contextar, enfin voilà, c'est aussi des centres de ressources auxquels vous pouvez vous adresser, et puis bien évidemment les services de l'État, du département, les services de la région sont là aussi pour vous accompagner. En tout cas, on est là pour, si on n'a pas la réponse, pour vous adresser à la bonne personne. Et puis il y avait ces quelques témoignages aujourd'hui, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Et puis pensée amicale à Mélina Chausson aussi. Et puis peut-être nous allons clore cette table ronde, sauf si quelqu'un se manifestait une dernière fois, ou au niveau des écrans, peut-être si vous vouliez ajouter quelque chose. Sinon, on peut se dire qu'on en reste là pour aujourd'hui. Donc on en reste là pour aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous, à la fois Élise, Claire, Vincent, Philippe, et puis vous toutes et tous qui étaient là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis on vous indiquera si besoin tout un tas de centres de ressources pour apporter des questions, des réponses complémentaires aux questions que vous pourrez vous poser sur les tiers-lieux, entre autres. Merci à tous et à bientôt. Merci tout le monde.